ça va. On l'entend? Voilà, vous m'entendez? On s'entend. Non, il n'est pas branché le micro. Alors, il faut peut-être que j'appuie sur le bouton. Parce que la révolution numérique demande aussi de l'électricité. Ça va, ça Sinon, marche? ça ne marche pas sans électricité. Bon, je vais essayer de vous présenter un petit exposé, un peu à la fois les origines et les enjeux de la révolution numérique. Alors d'abord, les origines de la révolution numérique, il y a bien sûr une base matérielle. C'est le traitement de l'information sous la forme de 0 et de 1. Et cette base matérielle, elle est en train d'exploser dans le sens où la puissance de traitement de ce qui est le cœur des ordinateurs, mais pas seulement. Enfin, vous avez quasiment maintenant dans tous les objets des morceaux d'ordinateurs ou des mini-ordinateurs, ce qu'on appelle des microprocesseurs, et la puissance de ces microprocesseurs, elle double à peu près tous les 18 mois, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Et pour l'instant, on n'a pas été démenti là-dessus. Alors, bien sûr, il y aura une limite, parce que après, on rentre dans des échelles qui sont plus des échelles de la, je dirais, millimétrique, ou même on rentre dans des échelles quantiques, et à partir du moment où on est à l'échelle atomique, bon, la loi de Moore ne correspondra pas, ne pourra pas être poursuivie. Les capacités aussi de stockage, ces fameux 0 et 1, elles doublent chaque année, c'est-à-dire qu'on peut stocker de plus en plus de données dans un volume de plus en plus petit, et y accéder de plus en plus rapidement. Et pour l'échange de ces données, eh ben, le débit des réseaux double à peu près tous les 9 mois. Donc vous voyez, ça va très très vite et ça continue à accélérer. Alors ça, c'est couplé aussi sur d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement tout de suite la révolution numérique, mais qui interagissent avec elle. C'est d'abord l'apparition de nouveaux matériaux, que ce soit la fibre de carbone, maintenant on fait des avions quasiment complètement en plastique, la céramique, les composites, donc des matériaux de plus en plus légers, résistants, résilients, c'est-à-dire que la résilience, c'est la capacité à retrouver sa forme après avoir été déformé, intelligent et aussi assez écologique. Il y a la révolution des nanotechnologies, de ce qu'on appelle l'impression 3D, en fait, qui est ce qu'on appelle l'impression addictive, c'est-à-dire qu'au lieu de découper, avant on produisait essentiellement des objets en découpant dans la matière ou en se servant de moules, où on fondait de la matière dans ces moules. Le principe de l'impression 3D, c'est qu'on ajoute de la matière, c'est par addition de matière. Alors bon, souvent ce qu'on vous montre à la télévision, c'est du plastique. Mais les imprimantes 3D maintenant, il y en a qui peuvent être qui injectent du béton, ou il y en a qui injectent de différents métaux. Et puis on est de la petite imprimante 3D qui tient sur cette table, jusqu'aux imprimantes 3D géantes qui peuvent fabriquer des maisons, voire qui sont utilisées dans la grande industrie à l'heure actuelle. Bon, Airbus par exemple fait des éléments entiers d'Airbus par imprimante 3D. Il y a aussi tout ce qui est lié à la géolocalisation, c'est-à-dire en particulier, nous on connaît essentiellement le produit américain qui est le GPS, qui était un produit issu du Pentagone, qui est toujours d'ailleurs contrôlé par le Pentagone, qui vous permet de savoir sa position quasiment partout sur la planète. Il y a un système concurrent qui, avec beaucoup de difficultés, est en train d'être mis en place, c'est le système européen Galileo. Les Russes ont un système moins efficace qui existe aussi, et les Chinois hésitent entre faire leur propre système ou travailler avec Galileo. Et il y a aussi tout un processus d'unification et de standardisation des réseaux au travers de la norme Internet. Alors, la révolution numérique, aujourd'hui, ça correspond à quoi ? D'abord, c'est un essor très important de la robotique et de l'automatisation dans tous les secteurs. Alors bien sûr, l'industrie, c'est une évidence, mais aussi dans les services. Dans les services, par exemple, vous avez des algorithmes, c'est des sortes de programmes qui sont des robots, qui peuvent, par exemple, dans les questions juridiques, balayer toutes les jurisprudences pour repérer parmi des millions de jurisprudences stockées informatiquement, celles qui correspondent à vos besoins, etc. Donc on a de plus en plus de processus automatiques qui
qui interviennent dans tous les secteurs. Autre forme de robotique, c'est les voitures sans conducteur, c'est déjà, alors ça commence à se mettre, c'est pour l'instant plutôt au stade du prototype, mais par contre les métros sans conducteur, c'est déjà des choses assez communes. Il y a la généralisation, et on y reviendra, des objets connectés et des capteurs. C'est maintenant de plus en plus dans tout objet, vous avez un capteur qui peut envoyer des informations à d'autres objets, à des êtres humains, et être traité. Alors, ça peut aller du feu rouge jusqu'à votre machine à laver, en passant tout bêtement par votre téléphone portable, donc ou la caméra de vidéosurveillance du coin. C'est la notion de ce que j'y reviendrai de big data, c'est-à-dire la capacité à gérer des volumes gigantesques de données. On y reviendra, mais à l'époque de l'an 2000, dans les pays développés, 25% des informations produites étaient stockées numériquement. Maintenant, on en est à 98% de l'information produite est stockée numériquement. Il y a ce qui est lié à ce qu'on appelle l'humanité augmentée, c'est-à-dire la capacité soit à avoir des exosquelettes, c'est-à-dire des formes de squelettes qu'on va vous rajouter, soit pour des personnes handicapées, soit pour vous donner plus de force. C'est aussi employé, ça c'est moins bien dans l'armée, mais ça permet aux gens donc d'avoir plus de force, et ce qu'on appelle aussi les prothèses intelligentes, c'est-à-dire la capacité, si vous avez un bras coupé, avant il y avait la prothèse capitaine Crochet, quoi, et maintenant vous avez véritablement des prothèses qui vous permettent d'avoir des mains quasiment mécaniques qui obéissent aux impulsions cérébrales. Il y a l'omniprésence des réseaux sociaux dans l'ensemble de notre vie, et la naissance, ce qu'on appelle, alors ça porte des noms parfois, des makerspace, des hackerspace, des Fab Labs, la notion de fabrication numérique décentralisée, c'est-à-dire la capacité de mettre des logiciels qui permettent de concevoir sous la forme de dessins 3D, en 3D ou en scannant des objets, de concevoir des objets et de pouvoir les fabriquer sur des petites machines numériques à partir des ordres que donne l'ordinateur. Alors ça peut être effectivement une imprimante 3D, mais ça peut être d'autres machines numériques. Et on retrouve ça dans des lieux collectifs, j'y reviendrai, les Fab Labs. Alors, cette révolution numérique, elle touche toutes les activités humaines. Tu parlais de la culture. Maintenant, sur les questions même de l'échange de produits culturels, que ce soit la musique, que ce soit le livre, on a le numérique. Partout, le numérique joue un rôle, et il est au cœur des mutations et des contradictions actuelles du capitalisme. D'abord, pour une chose très simple, c'est que, à la différence des marchandises qui étaient produites dans le capitalisme manufacturier, quand un capitaliste fait fabriquer par des ouvriers une automobile, une fois que l'automobile est vendue, on va en fabriquer une autre, pour en vendre une autre. Là, quand vous faites un produit numérique, vous numérisez un produit, que ce soit une musique, un plan, le plan de cet engin, le plan d'une table, etc. Quand je la donne à mon voisin, ou même je lui avant, je la possède toujours, le plan. Puisque quand on copie le coût marginal d'une transmission d'une information numérique est quasiment nul, donc on n'est plus dans la situation où on était dépossédé de sa création. Et ça change énormément de choses par rapport à la question de la propriété. Et ça pose des problèmes au niveau de la propriété, y compris de la propriété intellectuelle. Mais ça en pose aussi de gros au capitalisme. On a une situation aussi où la conception, l'innovation et la création sont de plus en plus socialisées, c'est-à-dire que sur un même projet, vous avez ce qui n'était pas possible avant, des milliers de gens qui vont travailler d'un bout à l'autre de la planète, et vous avez la capacité comme une grande partie avant, parce que par exemple quand vous conceviez par exemple un avion, vous aviez des centaines de gens derrière leur machine, leur table à dessin,
avec leurs règles à calcul, et ça faisait des liasses et des liasses de plans. Vous pensez bien que ça, on ne pouvait pas le passer d'un bout à l'autre de la planète du jour au lendemain, et que tous les ingénieurs qui travaillaient sur ce projet-là, ils devaient être plus ou moins concentrés au même endroit. Bon, là maintenant, on est dans une situation justement avec les réseaux et la numérisation, où on peut travailler sur un même projet et innover sur les mêmes plans, etc., d'un bout à l'autre de la planète, et se transmettre les choses très rapidement. Parce qu'avant, si vous aviez le plan du Concorde, les plans du Concorde, c'était plusieurs semi-remorques de liasses de plans. Bon, maintenant, c'est des octets, c'est des 0 et des 1, mais ça, pour le transporter d'un autre bout à l'autre de la planète, c'est quasiment rien. Et on a aussi une situation aussi, c'est que la création de valeur n'est plus seulement l'apanage des entreprises, parce que dans presque toutes nos interactions numériques, on crée de la valeur. Je vous donnerai un exemple très simple, le moteur de recherche Google. Sa grande force, certes à la base il y a un algorithme, mais sa force c'est toutes les recherches que vous faites sur Google. Parce que lui, il les réanalyse et ça lui permet d'affiner sa capacité à répondre aux recherches que vous ferez la prochaine fois. Et donc, d'une certaine manière, Google vit sur votre travail gratuit. Et on retrouve ça dans beaucoup de processus de plus en plus, où on a tendance à, parce qu'on fait sur Internet ou par des usages numériques, à travailler gratuitement pour des entreprises. Et les gens, on est de plus en plus dans des processus que dans beaucoup de magasins, on supprime les caissiers et les caissières. Et quand vous prenez une douchette et que vous analysez, vous passez les produits que vous achetez, d'une certaine manière, vous travaillez gratuitement pour l'entreprise, et en plus vous lui fournissez des données souvent que lui va pouvoir utiliser, revendre, ou va pouvoir utiliser pour vous vendre des choses. Alors, la révolution numérique, comme je vous disais, elle a une grosse contradiction à l'intérieur du capitalisme dans ce développement de la révolution numérique. C'est-à-dire que vous avez un capitalisme quand même qui est essentiellement fondé donc, sur la propriété privée des moyens de production, c'est pas, je vous apprends rien, sur la concurrence, et en même temps, le développement du numérique, il est basé sur le partage, sur justement la coopération. On travaille à plusieurs, c'est tous les projets par exemple de logiciels libres. Le propre du logiciel libre, c'est que le code est accessible par tous, qui peut être modifiable par tous et redistribuable. Si vous privatisez ce code, vous créez une contradiction par rapport à la capacité de développement de l'ensemble du projet. C'est un peu, si vous voulez, le numérique fonctionne un peu comme fonctionne un peu la recherche scientifique, c'est-à-dire que la recherche scientifique, on est jugé essentiellement par ses pairs, donc il faut publier le plus possible, alors ça a parfois des travers, mais il faut publier le plus possible, et c'est plus on échange avec les autres, plus on est considéré et on a fait avancer à la fois ses travaux et les travaux des autres. Donc là, il y a une vraie question. Par exemple, on a un capitalisme qui essaye de mettre des brevets partout. Ça entrave le développement de cette révolution numérique qui se travaille justement autour de la capacité à échanger des données. C'est pour ça que les logiciels libres, donc ces fameux logiciels que vous pouvez accéder au code source, que vous pouvez distribuer librement, que vous pouvez modifier librement, en général, ils sont parfois, enfin assez souvent, ils sont bien supérieurs aux logiciels propriétaires. Pourquoi? Parce que des milliers et des milliers de gens peuvent intervenir dessus, alors que le logiciel propriétaire, comme il est verrouillé, il n'y a que les gens qui sont employés par l'entreprise en tant que telle. Donc, la conception du partage et de la coopération se retrouve plus efficace que la privatisation et
la concurrence. Et on est quand même sur une contradiction, c'est qu'à la fois le capitalisme, pour se développer, il a besoin de ces espaces de liberté où il y a du partage et il y a de la coopération. Et en même temps, il les pille et il les essaye de les privatiser. Et ça, cette concurrence, cette contradiction qui est inhérente au capital, elle est relativement explosive. Alors, je vous disais, les logiciels libres, c'est très intéressant, mais en même temps, le mauvais côté, d'une certaine manière, c'est que ça permet à des entreprises d'exploiter gratuitement, de ne pas payer les gens qui ont du logiciel libre nécessairement, et d'exploiter ce qu'ils ont fait gratuitement. Mais en même temps, si ces gens ont pu faire des choses gratuitement, c'est que, par ailleurs, ils étaient payés par la société. Alors c'est souvent des universitaires ou des gens sur leur temps libre qui développent des logiciels libres. Et ces gens-là, il faut bien à un moment donné qu'ils aient du temps libre ou qu'ils soient payés par la collectivité dans le cadre s'ils sont universitaires. Et en même temps, on a un capitalisme qui essaye toujours de restreindre de plus en plus ces marges-là, le temps libre, ce qui est payé par la fonction publique, et même quand c'est payé par la fonction publique, on veut que les gens qui soient payés par la fonction publique fassent des choses, on essaye de restreindre de plus en plus leur degré de liberté. Donc on a une vraie contradiction qui traverse le capitalisme cognitif. C'est-à-dire que, quand je dis capitalisme cognitif, c'est-à-dire qu'il va justement s'appuyer sur essayer de tirer ses profits des productions de l'esprit de cette révolution numérique. Alors, cette question-là, bien sûr, ça remet en cause à la fois ces questions du numérique, parce que je vous ai dit autour de la propriété, mais aussi de la transparence de la connaissance, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire pouvoir accéder à un ensemble de données, que tout le monde puisse accéder à des données via Internet ou d'autres supports. Tout ça, ça révolutionne le salariat, l'entreprise et l'État. Et on ne peut plus fonctionner de la même manière avec le numérique. Ne serait-ce que par exemple sur la question fiscale. Sur la question fiscale, c'est vrai que les entreprises, par exemple, la question de faire payer des impôts à Google demande de réfléchir à un autre type de fiscalité. Quand vous avez de plus en plus, et le numérique n'est pas pour rien sur le fait que les actifs financiers puissent se balader d'un bout à l'autre de la planète très rapidement, ça demande aussi de travailler à d'autres formes de fiscalité, justement, pour taxer le capital. Quand la question de la liberté d'expression, elle se pose plus de la même manière, même si Internet est tout sauf une zone de non-droit, elle se pose plus de la même manière dans le cadre d'Internet que dans le cadre des publications classiques. Et tout ça, ça va demander de nouvelles institutions, de nouvelles règles, et bien sûr, c'est un enjeu d'affrontement, et qu'on peut dire d'affrontement de classe, assez féroce. Parce que, bien sûr, ceux qui tirent des profits, qui essayent de tirer des profits de cette révolution numérique, n'entendent pas les partager. Et donc, il y a affrontement. Et puis, en plus, je dirais que, aussi, l'action collective, la manière de faire de la politique et le fonctionnement de la démocratie n'est plus le même avec le numérique qu'avant le numérique. Alors ça ne veut pas dire, ne caricaturons pas les choses, quand on a présenté les révolutions arabes comme le produit de Facebook ou des réseaux sociaux, c'est de la rigolade. Parce que, c'est bien sûr les rapports sociaux qu'il y avait dans les sociétés arabes qui ont produit ces révolutions. Mais il n'empêche, l'usage des réseaux sociaux, l'organisation de l'action collective de mouvements comme les Indignés, etc., ou Occupy Wall Street, et même de certains nouveaux partis comme Podemos, utilisent énormément des outils numériques. Donc ça change la manière
Et l'action politique. Les réseaux sociaux, on le voit même dans nos campagnes électorales, fait que ça donne une certaine accélération aux choses, ça demande une certaine forme de réactivité, une autre manière d'écrire et de s'exprimer, de contacter les gens. C'est nécessairement, c'est un changement. Après, ce changement ne doit pas cacher, je dirais, les fonctionnements sociaux, je dirais, de base qui existent, et ceux-là, ils ne disparaissent pas. Mais en même temps, de même que bien sûr, la multiplication des libelles, et des pamphlets, et de la presse, à la veille de la Révolution française et pendant la Révolution française, a fait que la Révolution française ait été ce qu'elle a été. Mais, bien sûr, à la base, il y avait un changement de mode de production. Enfin, voilà, donc il y a cette interaction. Alors, l'une des premières conséquences qu'on a quand même de cette révolution numérique qui risque d'arriver très rapidement, c'est par rapport au rapport social actuel de l'emploi salarié. Pour l'instant, nous sommes essentiellement dans une société qui est devenue essentiellement salariale, c'est-à-dire que la plupart des gens dans notre pays vivent de la vente de leur force de travail à son patron ou à différentes institutions, mais on est dans des sociétés à l'heure actuelle, enfin tous les cas dans l'hémisphère nord, où maintenant, la part des paysans ayant été réduite à la portion congrue, la part des professions libérales étant quand même relativement faible, le rapport essentiel, c'est l'emploi salarié. Or, cet emploi salarié, il est pris en tenaille par le développement de la robotique et des automatismes en tout genre, leur interaction avec les big data, et aussi, pour certaines professions, les exosquelettes, et ce que je vous disais sur le travail gratuit. Alors, les robots et la robotique, alors c'est d'abord très vrai dans l'industrie automobile, enfin dans l'industrie tout court, de plus en plus il y a des robots, même dans les secteurs qui sont créateurs d'emplois. Quand vous regardez par exemple l'industrie aéronautique, c'est vrai que l'industrie aéronautique en France, elle a créé à peu près, je dirais, près de 50 000 emplois en une dizaine d'années. Bon. Mais quand on regarde le nombre d'avions qu'on produisait dans les années 80, on produisait à peu près la cadence d'Airbus, sortait dans les années 80 3 Airbus par mois, des chaînes d'Airbus, au début des années 80. Maintenant, Airbus sort 60 Airbus par mois. Quand vous regardez la croissance du nombre d'emplois, vous vous rendez compte que les gains de productivité qui ont eu lieu par, je dirais, tous les processus d'algorithmique ou de robotique sont énormes. Donc en fait, on a un secteur, parce qu'il a beaucoup progressé en termes de commandes, qui a créé des emplois, mais si on le rapporte à l'augmentation de la production, la production a été quasiment multipliée par près de 20, alors que le nombre d'emplois, on est passé à peu près de 100 000 personnes travaillant dans l'aéronautique à 150 000 en France, quoi. Donc vous vous rendez compte que de fait, alors ça c'est un secteur qui va bien, les secteurs qui vont mal, c'est pas tout à fait la même chose. Dans des secteurs comme par exemple le BTP, qui sont des grands secteurs de main-d'œuvre, il y a des énormes risques de destruction très rapide de l'emploi par le numérique, avec des techniques par exemple comme les imprimantes 3D géantes, qui sont en train de... Vous avez déjà des expériences en Chine et dans d'autres pays, où on construit, alors certes c'est pas tout à fait des palais, mais où on construit des maisons en 48 heures, grâce à ces techniques-là, avec 10 fois moins de main-d'œuvre. Alors après, bien sûr, vous posez l'électricité, etc. Mais on est, face au numérique, on est dans une situation où on détruit énormément d'emplois en très peu de temps, et on n'est plus dans une conception de Schumpeter, c'est-à-dire que création, destruction créatrice, c'est-à-dire que certes, je dirais, la révolution industrielle a détruit beaucoup d'emplois, les gens qui fabriquaient des diligences, ils ont perdu leur emploi, mais en même temps, on crée très rapidement aussi beaucoup d'autres, sur d'autres secteurs. Là, on est quand même dans une
vitesse de disparition d'emplois qui augmente et qui n'est pas compensée par les emplois créés par le numérique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui parlent de la disparition de près de 50% des métiers à terme, dans les 20 ans qui viennent, sans compensation dans la création de nouveaux métiers, enfin sans compensation en nombre ou d'emplois. Et cela dans des domaines, y compris très qualifiés. C'est même d'ailleurs plus les emplois moyennement qualifiés ou assez qualifiés qui peuvent être attaqués. C'est-à-dire, je vous donnerai un exemple très simple entre le big data et les algorithmes. C'est qu'à l'heure actuelle, dans des cabinets d'avocats, quand vous préparez un procès, vous avez parfois des équipes de 20 à 30 avocats qui vont travailler sur les jurisprudences. Bon, il y en a un qui va plaider, ou deux ou trois, mais il va s'appuyer sur le travail sur les jurisprudences des 30 ou des 40 avocats qui ont épluché toutes les jurisprudences. Ça, cet épluchage de jurisprudence, maintenant, peut être complètement automatisé. En grande partie automatisé. Donc, en fait, ça ne fait pas disparaître la profession d'avocat, mais simplement, là où vous aviez 35 avocats qui bossaient, vous n'en avez plus besoin de 5. Donc, c'est assez drastique comme situation. Vous avez déjà, à l'heure actuelle, dans une boîte américaine, qui a un fonds d'investissement dans les biotechnologies et les médicaments, ils ont mis en place un robot qui est administrateur avec droit de vote à part entière des administrateurs humains et qui se balade sur toutes les jurisprudences, sur les questions de santé, sur toutes les bases de données médicales, sur les nouveaux médicaments, de recherche scientifique, etc. et qui propose et qui participe à la prise de décision et d'investissement de ce fonds d'investissement. Donc on voit que c'est à tous les niveaux qu'il va y avoir des destructions d'emplois. Quand je vous parlais d'exosquelette, vous pensez bien que dans la manutention, quand vous avez un exosquelette qui vous rend 3 fois plus fort, vous travaillez 3 fois plus vite. Donc si vous travaillez 3 fois plus vite, il y a besoin de 3 fois, ou que vous travaillez 3 fois moins longtemps, ou qu'il y ait 3 fois moins de main-d'œuvre. Et puis ce que je vous disais sur le travail gratuit, donc ça effectivement, ça pose beaucoup de problèmes dans le rapport salarial. C'est-à-dire qu'on est non pas dans une destruction du travail, mais dans la destruction d'emplois salariés très importante du fait de la révolution numérique. Qu'il ne faut pas, alors c'est là où je dirais, j'en viens à l'aspect intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que sont menacés tout ce qui est automatisable, y compris nous, dans les métiers ou les tâches qu'on exerce. C'est-à-dire que quand on exerce un travail, il y a toujours une part qui est assez répétitive, où on fait à peu près toujours la même chose. Et puis il y a des choses qui font appel à ce qui est propre de l'humain, c'est-à-dire la créativité, notre capacité d'adaptation, etc. Ce qui va se passer, c'est que toute la part qui est automatisable d'une certaine manière, le sera. Donc, par rapport à ça, se pose bien sûr la question, non pas de la disparition du travail, mais de l'emploi non salarié. Et là-dessus, d'abord ça pose un gros problème au capitalisme. C'est quand même le capitalisme, pour fonctionner, il a besoin de clients. Donc il y a besoin de clients, jusqu'ici, ces clients, c'était les salariés. Et maintenant, on voit déjà ce processus qui est à l'œuvre dans le fait que même les pays qui ont une grosse croissance, comme les États-Unis à l'heure actuelle, créent relativement peu d'emplois, ils sont dans une situation où s'ils n'ont plus de salariés, ils n'ont plus de clients, en grande partie. Alors, ils ont essayé de le compenser par le crédit, et en particulier le crédit immobilier, ça a donné la crise des subprimes. Mais là, ça va s'intensifier. Alors les plus libéraux à l'heure actuelle parlent de revenus de base universels pour tout le monde, une sorte de super RSA qu'on donnerait à tout le monde qui permettrait juste aux gens d'être des consommateurs pour répondre aux besoins d'écoulement des richesses produites. Et puis il y a d'autres possibilités autour de ce dépassement de la question du salariat. Il y a ce que les communistes proposent autour de la sécurité, emploi, formation, et y compris d'une certaine manière qui peut se rapprocher des bons côtés du statut des intermittents du spectacle. Il y a aussi la création de plein d'autres emplois qui ne soient pas
liées directement à l'heure actuelle aux services et à l'industrie, parce qu'il y a plein d'autres besoins humains à couvrir, et que justement cette production de richesse qui serait de moins en moins, qui consommerait de moins en moins de main-d'œuvre, permettrait de dégager, si on récupère cette richesse et si elle n'est pas accumulée par le 1% les plus riches, de financer ces nouveaux emplois de développement du service public. Enfin, il y a la question, bien sûr, de la baisse du temps de travail, il y a la question du salaire socialisé, ce que propose Bernard Friot, et puis il peut y avoir là, par contre, ce qui est la différence de la version, je dirais, ultralibérale du salaire, enfin du revenu minimum de base, c'est un revenu universel de contribution qui serait grosso modo un revenu qui serait lié à la contribution de chacun à la société, mais qui ne serait pas un revenu pour entretenir des consommateurs, qui serait un revenu autour du développement de la société. Mais de toute façon, la révolution numérique avec le chômage technologique pose la question frontalement de la remise en cause du fonctionnement actuel du salariat. Parce que, de toute manière, on n'est plus dans des logiques où une croissance de type capitaliste peut créer du plein emploi. Alors, deuxième enjeu aussi très important, c'est l'histoire des big data. Parce que je vous disais, 98% des informations par l'humanité sont maintenant numérisées. On a à peu près, on va aller en 2020, c'est demain 2020, on aura 30 milliards d'objets connectés. Alors quand je dis objets connectés, ça peut être le mobilier urbain, ça peut être les feux rouges, ça peut être les lampadaires, ça peut être les poubelles, ça peut être ça peut être aussi votre propre corps, où il y aura des capteurs qui donneront votre tension artérielle en permanence, etc. Vous aurez des vêtements intelligents, et tous ces objets, ils vont produire des données, ils vont se les échanger en temps réel. Donc par exemple, là c'est le côté mirifique, enfin sympa, mettons que le capteur que vous avez voit que vous avez un problème cardiaque, ça pourra envoyer très rapidement un mini-drone avec un défibrillateur sur place, juste avant que le SAMU arrive, etc. Bon, exemple de données, ça c'est le côté sympa. Donc ça donne des outils extrêmement puissants, pour le meilleur et pour le pire, dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'économie, de la gestion des ressources humaines, des finances et des choix politiques. C'est-à-dire que cette capacité d'avoir des données sur tout, et tous les gestes que l'on fait, etc., ça donne une puissance énorme. Après, il y a quelques problèmes autour de ça. D'abord, l'exploitation de ce type de données, on travaille toujours sur des corrélations et non pas des recherches de causes. Quand je dis corrélation, c'est-à-dire quand vous avez des énormes masses de données, vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que, je vous donne un exemple très simple de corrélation, c'est que Google a fait une expérience de travailler sur son moteur de recherche, sur ce que tapaient les gens qui avaient la grippe, enfin quand ils allaient avoir la grippe, quand ils avaient les premiers symptômes de la grippe, qu'est-ce qu'ils tapaient comme requête sur son moteur de recherche. Et ça a permis mieux que tous les réseaux de médecins de repérer à l'avance le développement de l'économie de la grippe, parce que ça a travaillé sur un certain nombre de corrélations. Si on tape un certain nombre de mots sur le moteur de recherche Google, on les met en corrélation, et on sait que probablement une épidémie de grippe est en train de se développer. Le problème des corrélations, c'est que c'est gentil, mais parfois ça peut être illusoire, et deuxièmement, on a aussi besoin de connaître les causes. Je vais vous donner une corrélation très forte. Si vous habitez la Martinique, que vous buvez du rhum et que vous consommez des bananes, vous avez une chance beaucoup plus importante que nous tous ici d'avoir un cancer de la prostate. Sauf que le cancer de la prostate n'a rien à voir avec l'alcool, n'a rien à voir réellement avec le fait d'habiter la Martinique, mais par contre a beaucoup à voir avec tous les pesticides qui sont utilisés
pour la culture des bananes et de la canne à sucre. Mais le problème, c'est que là, ce qui est important, c'est de connaître le lien de causalité. Parce que sinon, vous en concluez qu'il ne faut pas habiter la Martinique, comme ça je n'aurai pas de cancer de la prostate, ou j'aurai beaucoup moins de chances d'avoir des cancers de la prostate. Alors, les corrélations, c'est des choses intéressantes, mais ça ne résout pas tout. Deuxièmement, la force brute de l'exploitation des données et des algorithmes a tendance à être mise en concurrence avec l'expertise humaine. C'est le cas de ce qu'avait fait Amazon. Au début, Amazon, c'était de la vente en ligne de bouquins à partir d'une équipe de critiques littéraires qui lisaient tous les bouquins et qui disaient « Ah, celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien, etc. » Mais ils ont mis ça en corrélation avec leur base de données, c'est leur big data, c'est-à-dire toutes les recherches que vous avez sur la base de données de leurs livres, leurs lecteurs, enfin leurs acheteurs, et ils se sont rendus compte qu'en faisant un bel algorithme, ils pouvaient prédire ce que voulaient acheter comme livre leur lecteur. Et donc, quand les gens allaient sur le site d'Amazon, ils leur proposaient. Donc ils ont mis en concurrence les critiques humains et l'algorithme. Ils se sont rendus compte que l'algorithme vendait 5 fois plus que les critiques humains, donc ils ont viré tous les critiques humains, ils se sont retrouvés au chômage, et ils n'ont plus que l'algorithme. Donc vous voyez que ça pose quand même quelques petits problèmes, y compris que cette conception prédictive du big data, en matière de justice, d'assurance, d'emploi et de santé, ou comme la loi antiterroriste 15-9, ça peut donner du profilage des gens, et se dire qu'après tout, quand les gens ils ont tel ou tel profil, ils ne peuvent pas avoir plus d'accidents de voiture, donc on va augmenter leur prime d'assurance, ou ils peuvent être des terroristes. Donc on peut se dire peut-être que pour la société, préventivement, ce serait mieux de les mettre en prison avant qu'ils deviennent des terroristes. Ça peut donner aussi ce qu'on appelle des dérives solutionnistes, c'est-à-dire que ne pas poser les problèmes politiques qu'on a. Par exemple, si vous avez il y a des gros problèmes dans nos pays d'obésité. Ces problèmes, ils sont liés à la malbouffe, ils sont liés quand même à un certain nombre de choix politiques. Vous allez avoir l'utilisation des big data et des entreprises qui promeuvent ça, dans le sens où vous aurez des capteurs qui vous diront « Ah là, vous mangez ci, vous avez telle ou telle chose, il faut faire telle ou telle chose », mais on évacue totalement les causes et les raisons pourquoi on devient obèse. Et on culpabilise les individus par rapport à des comportements prédictifs. Et puis, il y a aussi le gros problème là-dedans, c'est qu'on se fait un beurre magnifique sur toutes les données que nous produisons à l'insu de notre plein gré. Ces entreprises les exploitent, mais nous, on n'en retire absolument rien. Donc il y a la capacité, nous, à continuer à être appropriés, à s'approprier notre vie numérique et toutes ces traces numériques dont les autres font du beurre et qui est une véritable mine d'or. Et après, il y a des enjeux industriels, c'est de savoir où sont stockées les données et comment elles sont stockées et qui y accède. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais juste vous montrer un petit illustre ces problèmes-là, un petit... alors attendez, hop. Voilà un petit... qui va déboucher à l'élaboration d'outils innovants. On va le commencer au début, qui va vous faire comprendre les enjeux et les dangers que peuvent donner le big data, surtout en matière de sécurité. Qu'est-ce que le projet INDECT? INDECT est un formidable projet de recherche qui doit déboucher à l'élaboration d'outils innovants permettant d'assurer la protection des citoyens européens. La sécurité des citoyens est l'une des plus importantes priorités de l'Union européenne. Le projet INDECT vise à élaborer des solutions efficaces contre les menaces terroristes et criminelles. Notre priorité est de renforcer la vidéosurveillance, d'automatiser la reconnaissance des menaces via une analyse intelligente du comportement des citoyens. Dans cette optique, le projet INDECT vise aussi à renforcer la surveillance du web, analyse des données, des vidéos, des photos, des textes. Comment le projet INDECT peut-il faciliter la surveillance? Depuis plusieurs années,
les pays de l'Union européenne ont développé l'implantation et l'utilisation de la vidéosurveillance, que nous nommons désormais vidéoprotection, pour éviter toute polémique. Malgré une visibilité accrue de l'espace public, la vidéosurveillance est imparfaite. Le rouage imparfait à l'efficacité de ce système est la composante humaine. Les agents de sécurité, devant leurs écrans, ne peuvent pas tout voir, ne peuvent pas tout entendre, ne prennent pas forcément les bonnes décisions. L'être humain est limité. Un être humain n'a pas la capacité d'identifier tous les individus présents dans une foule. Un être humain ne peut pas rassembler et visualiser toutes les données nécessaires. Il ne peut pas créer des corrélations efficaces avec des données issues du web. Le projet INDECT propose un système parfait en évinçant le plus possible la présence humaine dans les processus d'analyse et de surveillance. Le projet INDECT propose une surveillance intelligente, propre, sans faille, grâce à l'utilisation de programmes automatisés. Avec cette surveillance automatisée, le système pourra tout voir, tout entendre, tout analyser, avec la possibilité d'effectuer des corrélations entre les données issues de la vidéosurveillance, les données issues du web ou les données issues des fichiers de police. L'objectif principal est de repérer toute menace. Comment le système INDECT pourra-t-il identifier les menaces? Le système INDECT usera de nombreux modules interconnectés qui peuvent réaliser de multiples fonctions. Collecter des informations, analyser des informations, communiquer les données, obéir à des requêtes. Pour comprendre cette idée de nœud, imaginez-vous une toile d'araignée géante qui filtre toutes les informations. Pour collecter des données physiques, INDECT traitera les informations issues des caméras de surveillance, des drones, des traceurs GSM, GPS, des microphones et bien d'autres capteurs. Chaque comportement sera analysé, corrélé aux autres données, sans votre consentement. INDECT, c'est d'abord une analyse intelligente des données, reconnaissance faciale, reconnaissance des plaques d'immatriculation, reconnaissance des comportements, reconnaissance des situations de menaces, visualisation des relations et interaction sociale via Internet. Le système permettra d'identifier les individus, de les tracer, de corréler différentes données, comme des fichiers de police ou des données issues de l'environnement du web.